Le matin où la nouvelle est tombée, une chape de silence a semblé s'abattre sur le monde du cinéma français. Le nom de Xavier Duringer, ce réalisateur à la plume sensible et au regard profondément humain, s'affichait partout, associé à un mot que personne ne voulait lire, décès. Les réseaux sociaux, les rédactions et les plateaux de tournage se sont figés. Les messages d'hommage ont déferlé, mais derrière les mots, il y avait surtout l'incrédulité. Comment un homme aussi discret, mais aussi essentiel à la culture française, avait-il pu partir sans un bruit, comme s'il s'était fondu dans l'ombre qu'il avait si souvent filmée? Pour beaucoup, Duringer, c'était la voix des sans-voix, celui qui avait su raconter la France populaire, les doutes, la colère, les failles des êtres. Né à Paris en 1963, il avait débuté comme auteur de théâtre avant de devenir l'un des cinéastes les plus respectés de sa génération. Son cinéma, rugueux et poétique, reflétait la société dans toute sa complexité. Des films comme J'irai au paradis car l'enfer est ici, où la conquête avait marqué les esprits par leur intensité et leur vérité. Il ne flattait pas, il révélait. Ses personnages, souvent perdus ou abîmés, cherchaient une lumière que lui seul semblait capable de capturer. La nouvelle de sa mort a d'abord circulé comme une rumeur. Certains n'y croyaient pas, espérant une erreur, un malentendu. Mais lorsque sa femme a confirmé la triste vérité, l'émotion a éclaté. Les chaînes de télévision ont modifié leur programmation pour lui rendre hommage. Les cinémathèques ont ressorti ses œuvres. Et sur les plateaux, ses anciens collaborateurs parlèrent de lui, les larmes aux yeux. C'était un poète du réel, a confié l'acteur Rochdy Zem, la voix brisée. Avec lui, chaque tournage était une expérience humaine avant d'être un film. Dans les cafés parisiens où Duringer aimait écrire, un étrange silence planait. Il n'était plus là, mais on aurait dit que chaque table gardait la trace de sa main. Chaque phrase qu'il avait griffonnée sur un carnet semblait suspendue dans l'air. Le cinéma français perdait plus qu'un réalisateur. Il perdait un regard, une conscience, un témoin de son époque. Ses films avaient souvent abordé la marginalité, les blessures sociales, les rapports de pouvoir, mais aussi l'amour, dans sa version la plus brute, la plus désarmée. Duringer croyait profondément que l'art devait consoler, pas seulement choquer. Ses amis proches savaient qu'il traversait une période difficile, mais personne ne soupçonnait la gravité de sa situation. Depuis plusieurs mois, il s'était éloigné du monde médiatique, refusant les interviews, les festivals, les hommages. Certains pensaient qu'il préparait un nouveau scénario, d'autres évoquaient un besoin de silence. En réalité, il se battait, en secret, contre une maladie qui rongeait lentement son corps et son énergie. Il avait choisi de ne pas alerter, de ne pas se montrer diminué, préférant que l'on garde de lui l'image d'un créateur fort, lucide et libre. La disparition de Xavier Duringer a résonné comme un écho tragique dans une époque déjà marquée par la perte de nombreuses figures artistiques. Dans les rédactions culturelles, on a reparlé de lui avec un mélange de respect et de culpabilité. Respect, parce qu'il avait bâti une œuvre solide, fidèle à ses valeurs, sans jamais céder aux compromis commerciaux. Culpabilité, parce qu'on l'avait trop souvent oublié, comme si la discrétion équivalait à l'absence. Il n'aimait pas les tapis rouges, il préférait la lumière des néons dans les rues vides, là où se cachait la vérité des gens. Pour ses proches, la douleur était immense. Son épouse, effondrée mais digne, a demandé le respect du silence familial. Il ne voulait pas de drame public, a-t-elle déclaré dans un court communiqué. Xavier voulait que l'on parle de ses films, pas de sa mort. Pourtant, la mort d'un artiste comme lui n'est jamais un simple fait divers. C'est un événement culturel, presque spirituel, tant il avait touché de vie par son travail, ses mots, sa manière d'écouter. Dans les jours qui ont suivi, les cinémas indépendants ont organisé des projections en hommage. Les spectateurs sortaient en larmes, bouleversés par la force de ses dialogues, par la justesse des émotions. Les jeunes réalisateurs évoquaient celui qui leur avait donné envie de filmer autrement, avec pudeur, mais sans détour. À travers ses scénarios, Duringer avait transmis une leçon essentielle. Le cinéma n'est pas seulement une image, c'est un miroir tendu vers la fragilité humaine. Son dernier projet, resté inachevé, devait raconter l'histoire d'un homme en quête de rédemption, un thème cher à son cœur. Le scénario, selon certains proches, était presque autobiographique. Comme s'il avait pressenti sa fin, il aurait écrit ses adieux dans la fiction, dissimulé derrière des métaphores et des silences. On découvre peu à peu, en relisant ses notes, que chaque mot semblait une confession voilée, un message d'amour discret adressé à ceux qu'il laissait derrière lui. Ce premier de sa disparition n'est pas seulement celui d'un adieu, mais celui d'une prise de conscience collective.
La France vient de perdre l'un de ses derniers conteurs du réel, un homme qui savait regarder le monde sans cynisme ni artifice. Et dans ce vide laissé par son absence, résonne encore la question que posaient tous ces films. Comment continuer à vivre avec sincérité quand tout autour de nous s'effondre ? Le jour des funérailles de Xavier Duringer, Paris s'est réveillé sous un ciel gris et lourd, comme si la ville elle-même pleurait la disparition de son poète. Devant l'église de Saint-Germain-des-Prés, le silence régnait, seulement troublé par le bruissement des feuilles d'automne et le cliquetis discret des caméras tenues à distance respectueuse. Une foule dense, mêlant anonymes et visages connus du cinéma français, s'était rassemblée bien avant l'heure prévue. Chacun semblait attendre un signe, un mot, quelque chose qui puisse atténuer le poids de l'absence. Mais rien ne venait. Il n'y avait que ce vide immense laissé par un homme qui avait donné tant, sans jamais chercher la lumière. Les visages étaient graves. Parmi eux, on reconnaissait Roch Dizem, Catherine Frotte, Vincent Lindon, Reda Kateb, Isabelle Adjani, tous venus saluer celui qui, à un moment ou à un autre, avait su révéler une part d'eux-mêmes à travers sa caméra. Duringer n'était pas un réalisateur comme les autres. Il écoutait, il observait, il comprenait. Sur ces tournages, disait-on, le silence avait autant d'importance que les dialogues. Et c'est ce même silence qui enveloppait maintenant l'église, remplie d'émotions contenues. Lorsque le cercueil a été porté à l'intérieur, recouvert d'un simple drap blanc et d'un bouquet de lys, un murmure a parcouru la foule. Pas de cérémonie fastueuse, pas de discours officiel. Tout avait été voulu dans la sobriété, à l'image de l'homme. Son épouse, vêtue de noir, marchait lentement derrière le cercueil, entourée de quelques proches. Ses yeux étaient gonflés de larmes, mais elle gardait une dignité bouleversante. À ses côtés, leurs 2 enfants tenaient à leurs mains serrées, incapables de prononcer un mot. Ce moment semblait suspendu, hors du temps, comme une scène que seul Duringer aurait su filmer avec justesse. À l'intérieur, les bancs étaient remplis de visages familiers, des acteurs, des techniciens, des producteurs, des amis d'enfance. Chacun avait une histoire à raconter, un souvenir à partager. Quand le prêtre a pris la parole, sa voix tremblait légèrement. Il a parlé d'un homme habité par le besoin de dire la vérité, d'un artiste qui avait consacré sa vie à comprendre les autres, même ceux que la société rejetait. Puis, une musique douce a commencé à résonner, une mélodie tirée du film La Conquête. Beaucoup ont baissé la tête. Certains pleuraient silencieusement, d'autres fixaient le vide, perdus dans leurs pensées. À la fin de la cérémonie, l'épouse de Duringer a pris la parole. Sa voix, fragile mais ferme, a résonné dans l'église. Xavier n'aimait pas les adieux, a-t-elle commencé. Il disait toujours que les histoires ne se terminent jamais, qu'elles continuent dans ceux qui les ont aimées. Aujourd'hui, je ne veux pas lui dire au revoir, mais merci. Merci pour tout ce qu'il a donné, pour sa bonté, pour son courage, pour la lumière qu'il a laissée dans nos vies. Ces mots ont traversé l'assistance comme une lame douce, mêlant la douleur et la gratitude. À ce moment précis, beaucoup ont compris qu'au-delà du cinéaste, c'était l'homme qu'on pleurait, le père, le mari, l'ami fidèle. Dehors, les applaudissements ont éclaté lorsque le cercueil est sorti. C'était un hommage spontané, venu du cœur, comme une manière de dire que son œuvre continuerait de vivre. Les fleurs s'accumulaient au pied de l'église, formant une mer colorée. Certains déposaient des carnets, des lettres, des affiches de ses films. D'autres restaient simplement là, immobiles, le regard vide, incapables de partir. Il y avait dans l'air une forme de recueillement collectif, presque religieux. Car Duringer, sans jamais le vouloir, était devenu une sorte de symbole, celui d'un cinéma sincère, artisanal, profondément humain. Les médias présents ce jour-là ont capté l'instant avec pudeur. Pas de cris, pas de questions. Même les photographes semblaient comprendre qu'ils assistaient à quelque chose de rare, un adieu empreint de respect et d'amour. Les chaînes culturelles ont retransmis la cérémonie en différé, entrecoupée d'extraits de ces films. Voir à l'écran ces dialogues puissants, ces regards vrais, ces silences lourds de sens, rendait le chagrin encore plus palpable. Chaque image semblait dire « Il est parti, mais il est encore là ». À la sortie, Jean-Pierre Daroussin, l'un de ses plus vieux amis, a confié à la presse d'une voix étranglée « Xavier ne cherchait pas à plaire, il cherchait à comprendre, c'est ce qui faisait de lui un grand. Aujourd'hui, c'est comme si on perdait une part de notre vérité ». Dans l'après-midi, le cortège funéraire s'est dirigé vers le cimetière du Père-Lachaise, lieu des artistes et des rêveurs. Sous une fine pluie, la foule a accompagné le convoi en silence. Aucun mot ne pouvait exprimer ce que tous ressentaient.
Certains lisaient à voix basse des extraits de ses scénarios, d'autres fredonnaient les musiques de ses films. C'était une procession à la fois triste et lumineuse, où chaque pas semblait dire adieu à un ami. Lorsque le cercueil a disparu sous la terre, un dernier rayon de soleil a percé les nuages, éclairant un instant les visages baignés de larmes. Un signe, murmura quelqu'un. Peut-être. Ou simplement un dernier clin d'œil du réalisateur, fidèle à lui-même, discret, poétique et bouleversant jusqu'à la fin. Quelques jours après les funérailles, alors que le deuil semblait à peine commencer, l'épouse de Xavier Duringer a décidé de sortir de son silence. Jusqu'ici, elle avait gardé une réserve admirable, refusant toute interview, fuyant les projecteurs comme son mari l'avait toujours fait. Mais la pression médiatique, les rumeurs et les spéculations commençaient à peser lourd. On parlait de surmenage, d'accidents, de dépression. Certains allaient jusqu'à imaginer des scénarios absurdes. Alors, un matin, dans une lettre ouverte publiée dans un grand quotidien, elle a pris la plume. Et ce qu'elle a écrit a bouleversé la France entière. Xavier se battait depuis plus de 2 ans contre une maladie qu'il avait choisi de taire. Il voulait continuer à vivre, à créer, à aimer, sans être réduit à son état. Il m'avait fait promettre de garder le secret, de ne pas alerter, de ne pas inquiéter ceux qu'il aimait. Ces mots, simples mais déchirants, révélaient enfin le secret que le réalisateur avait porté en silence. Un cancer diagnostiqué tardivement, qu'il avait affronté dans la discrétion la plus absolue. Pas de communiqué, pas de traitement médiatisé, pas de confidence publique. Il continuait à écrire, à lire, à rêver, comme si la mort n'était qu'un personnage secondaire dans son scénario. Son épouse racontait qu'il travaillait sur son dernier film jusqu'à quelques jours avant son hospitalisation, dictant ses idées d'une voix affaiblie mais toujours lucide. « Il voulait que tout soit vrai, même la fin », écrivait-elle. Cette révélation a provoqué une onde d'émotions rares. Le public, bouleversé, a redécouvert dans ses films les signes prémonitoires d'un homme conscient du temps qui lui restait. Dans l'affaire Duringer, Chacun sa nuit ou La Conquête, certains dialogues prenaient soudain un autre sens. Les critiques y ont vu une œuvre traversée par la mélancolie, une quête de rédemption permanente. Ce qu'on prenait pour de la gravité artistique était peut-être, en réalité, le reflet d'une douleur intime. Il savait, et il transformait cette connaissance en art. Son épouse a également confié qu'il avait refusé les traitements les plus lourds, préférant préserver sa lucidité et son énergie créatrice. Il disait que l'écriture était sa seule thérapie, racontait-elle. Pendant les longues nuits d'insomnie, il écrivait des notes qu'elle conserve encore aujourd'hui, soigneusement rangées dans un tiroir. Des fragments de pensée, des bribes de dialogue, des lettres à ses enfants. L'un d'eux disait simplement « Ce qui compte, ce n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre vrai ». Cette phrase a été reprise par des centaines de journalistes, de cinéastes et de spectateurs. Elle est devenue une sorte de devise, un testament moral. Dans un monde où tout va trop vite, où tout se montre, Duringer avait choisi le contraire, le silence, la vérité, la dignité. Ses proches témoignent qu'il avait même organisé lui-même plusieurs détails de ses obsèques, souhaitant une cérémonie sans larmes inutiles, mais avec des regards sincères. Tout, jusqu'au bout, avait été pensé avec cette pudeur qui le caractérisait. La lettre de son épouse évoquait également les dernières semaines de sa vie. Elle y décrivait un homme apaisé, presque serein, qui passait ses journées à écouter de la musique, à relire des poèmes, à revoir ses films préférés. Il riait encore, parfois, surtout en parlant de ses débuts. Il disait que la vie l'avait comblé, qu'il avait eu la chance d'aimer et d'être aimé. Ces phrases, écrites avec une tendresse infinie, ont touché le cœur du pays. Beaucoup ont vu dans cette confession un acte d'amour ultime, un moyen pour elle de prolonger sa voix, de partager la beauté de son courage. Mais elle a aussi révélé la solitude du combat. Peu savaient que Duringer avait passé ses derniers jours dans une maison de campagne, loin du tumulte parisien. Il regardait les couchers de soleil, notait ses idées sur un carnet, parfois dans un souffle. Il disait que la lumière changeante du soir lui rappelait la beauté de l'impermanence. Mourir, c'est comme le cinéma, disait-il. On coupe au moment le plus fort pour que le spectateur garde l'émotion. Ces mots, rapportés par sa femme, ont fait le tour des médias. Non pas parce qu'ils étaient tragiques, mais parce qu'ils étaient justes. Dans une époque saturée de bruits et d'images, Xavier Duringer avait choisi le silence comme dernier acte artistique.
Et son épouse, par son témoignage, avait offert au public un dernier chapitre de son œuvre, celui de l'homme derrière le réalisateur, de l'âme derrière l'artiste. Après la publication de sa lettre, les hommages se sont multipliés. Des cinéastes comme Cédric Klapisch, Agnès Jaoui ou Xavier Beauvois ont salué le courage d'un homme resté fidèle à lui-même jusqu'à la fin. Des acteurs ont confié leur admiration pour son intégrité. « Il nous a appris à ne pas tricher », disait Roche Dizem. Même face à la mort, il n'a pas joué de rôle. Ainsi s'achevait le mystère autour de sa disparition. Ce n'était pas un drame soudain, ni un geste désespéré, mais une bataille silencieuse, menée avec la force tranquille de ceux qui savent que l'art, parfois, est plus fort que la vie. Et dans ce silence posthume, à travers la voix tremblante de son épouse, le monde découvrait non pas la fin d'un homme, mais la grandeur d'une âme. Dans les dernières semaines de sa vie, Xavier Duringer avait choisi le retrait. Non pas comme une fuite, mais comme une manière de se recentrer sur l'essentiel. La paix intérieure, la création, l'amour. Ceux qui ont eu la chance de le voir à cette période décrivent un homme affaibli, certes, mais d'une lucidité bouleversante. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser, essentiel. Sa maison de campagne, nichée entre les arbres et les champs, était devenue son refuge. Là, entouré de silence et de nature, il avait trouvé la force d'affronter l'inévitable. Ses journées suivaient un rituel presque immuable. Le matin, il s'asseyait près de la fenêtre, un carnet sur les genoux, et écrivait. Parfois, c'étaient des dialogues, d'autres fois de simples phrases, des pensées, des observations sur la lumière, la pluie, les odeurs. Il disait que chaque jour était un film différent, confiera plus tard son épouse. L'après-midi, il se reposait, écoutant de la musique classique, surtout du Bach et du Satie, des mélodies qui, selon lui, contenaient tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Et le soir, il regardait le soleil disparaître derrière les collines, comme s'il saluait la vie une dernière fois, dans la gratitude. Malgré la maladie qui gagnait du terrain, il refusait de se laisser envahir par la tristesse. « Je veux mourir en homme libre, pas en patient », répétait-il. Son entourage, bouleversé par tant de dignité, respectait sa volonté. Les médecins venaient discrètement, sans blouse blanche, pour ne pas troubler l'atmosphère paisible qu'il avait créée. Même affaibli, Duringer restait ce qu'il avait toujours été, un observateur du monde. Il regardait les visages avec une intensité presque mystique, comme s'il voulait en retenir chaque détail, chaque expression. Ses amis proches venaient lui rendre visite, parfois pour un café, parfois simplement pour un silence partagé. Roche Dizem s'est souvenu. On s'asseyait sur la terrasse, il fumait une cigarette, il me regardait et disait « Tu sais, le cinéma, c'est pas pour raconter des histoires, c'est pour dire qu'on existe. » Ces instants, d'une simplicité désarmante, restaient gravés dans la mémoire de ceux qui l'ont accompagné jusqu'au bout. Personne ne parlait de la mort. C'était un mot qu'il n'aimait pas. Il disait que tout s'arrête un jour, mais rien ne finit vraiment. À mesure que les jours passaient, il se replongeait dans ses anciens scénarios, annotant les marges de remarques, de corrections, comme s'il voulait encore apprendre, perfectionner. Dans un cahier retrouvé après sa mort, une phrase revenait souvent. « La beauté, c'est ce qui reste quand tout s'efface. » Ces mots résonnent aujourd'hui comme un testament. Ils résument à eux seuls la philosophie d'un homme qui voyait dans la fragilité une forme de vérité. Vers la fin, il avait demandé à revoir certains de ses films. Pas pour s'admirer, mais pour se rappeler les visages, les émotions, les moments partagés. Il riait parfois en revoyant une scène ratée ou une improvisation inattendue. « J'ai eu une belle vie », confia-t-il un soir à sa femme. « J'ai aimé, j'ai filmé, j'ai compris un peu. C'est déjà beaucoup. » Ces mots, murmurés dans la pénombre, furent parmi les derniers qu'elle entendit de lui. Les derniers jours furent marqués par un calme étrange. Il dormait beaucoup, parlait peu. Mais quand il ouvrait les yeux, son regard restait vif, plein de gratitude. Il tenait la main de son épouse, la serrait doucement, comme pour dire « Je suis encore là ». Un matin, alors que la lumière traversait les rideaux, il lui a demandé de lire un poème de Prévert, « Les feuilles mortes ». Elle l'a lu jusqu'au bout, la voix tremblante. Il a souri. Puis il a fermé les yeux, paisiblement. Ce fut ainsi qu'il partit. Dans le silence, entouré d'amour, fidèle à lui-même. Aucun cri, aucune peur, juste un souffle, une dernière respiration semblable à un soupir de soulagement. Son épouse est restée assise à ses côtés pendant des heures, incapable de bouger. Elle savait qu'il ne voulait pas de larmes inutiles, mais son cœur refusait de comprendre.
La maison, baignée de lumière, semblait étrangement vivante. Comme si, quelque part, il était encore là, observant la scène de loin, le regard tranquille. Les jours suivants, ses proches ont découvert sur son bureau un petit mot, écrit d'une main tremblante, « Merci à la vie pour tout. Prenez soin de la lumière, c'est tout ce qu'il nous reste. » Ce message, à la fois simple et profond, a bouleversé ceux qui l'ont lu. Il résumait parfaitement sa vision du monde. Malgré la douleur, malgré la mort, il croyait encore à la beauté, à la transmission, à la lumière intérieure. Pour lui, la fin n'était pas une coupure, mais une continuité, une autre forme de narration. Aujourd'hui encore, ceux qui ont partagé ces derniers instants parlent d'une expérience quasi spirituelle. Il nous a appris à mourir comme il vivait, avec vérité, dira plus tard un ami. Et en cela, Xavier Duringer a offert à ceux qui l'aimaient une leçon ultime, celle d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer la vie, même en la quittant. La disparition de Xavier Duringer a laissé un vide immense, non seulement dans le monde du cinéma français, mais aussi dans le cœur de ceux qui croyaient encore qu'un film pouvait changer le regard d'un homme sur la vie. Les semaines qui ont suivi ses funérailles ont été marquées par un déferlement d'hommages venus de toutes parts. Acteurs, réalisateurs, écrivains, simples spectateurs, tous saluaient un artiste rare, un humaniste discret, un artisan de la vérité. Car Duringer n'était pas seulement un réalisateur, il était un conteur d'âme. Ses films ont commencé à être rediffusés dans les cinémathèques, dans les écoles de cinéma, dans les festivals. Partout, les salles étaient pleines. Les spectateurs redécouvraient cette esthétique brute, sans effets inutiles, cette manière de capter la réalité sans la trahir. Ils filmaient les visages comme des paysages intérieurs, les silences comme des cris contenus. Et soudain, à travers ses œuvres, le public retrouvait une part de lui-même. Beaucoup confiaient avoir pleuré en revoyant J'irai au paradis, car l'enfer est ici, ce film emblématique de son cinéma social et poétique. Ce n'était plus seulement une œuvre, c'était un miroir tendu à notre humanité. Les critiques, eux, ont commencé à analyser plus profondément l'ensemble de sa filmographie. Certains y ont vu une forme de cohérence visionnaire. Duringer, dès ses débuts, avait pressenti les fractures sociales, la perte de repères, la solitude moderne. Son cinéma avait souvent parlé des oubliés, des marginaux, des désespérés, mais toujours avec tendresse. Il ne jugeait pas, il comprenait. Il donnait une dignité à ceux qu'on ne regarde plus, écrira un chroniqueur du Monde. D'autres ont souligné la dimension spirituelle de son œuvre. Derrière la noirceur, il y avait toujours une lumière, une quête de sens. Comme si déjà, il savait que la vie n'est supportable que lorsqu'on lui trouve un but. Son épouse, malgré la douleur, a voulu prolonger cet héritage. Avec l'aide de ses amis, elle a fondé la Fondation Xavier Duringer, destinée à soutenir les jeunes auteurs et réalisateurs qui, comme lui, veulent raconter le monde sans phare. Le slogan de la Fondation, emprunté à une de ses notes personnelles, est devenu un symbole. « Raconte la vérité, même si elle fait mal ». Chaque année, un prix Duringer sera désormais attribué à un film indépendant illustrant cette exigence artistique et humaine. Un geste fort, à la hauteur de celui qui a toujours préféré la sincérité à la gloire. Au-delà du cinéma, beaucoup ont parlé de l'homme. Ceux qui l'ont connu personnellement évoquent un être attentif, généreux, capable d'écouter pendant des heures sans jamais interrompre. Il se méfiait des égos, détestait la superficialité et trouvait plus de beauté dans une conversation de bistrot que dans les mondanités du Festival de Cannes. Pour lui, la vraie grandeur résidait dans la simplicité. Il disait souvent « Les grands mots ne servent à rien si on ne regarde pas les gens dans les yeux ». Cette phrase, gravée sur sa tombe au Père-Lachaise, résume mieux que tout son parcours. Dans les écoles de cinéma, de jeunes réalisateurs citent déjà son nom avec respect. Ses scénarios sont étudiés, ses dialogues analysés, ses choix de mise en scène disséqués. Mais ce qui inspire le plus, c'est son courage silencieux. Celui d'avoir filmé sans tricher, d'avoir vécu sans masque. En refusant les artifices du succès, il a prouvé que le cinéma peut encore être un acte de foi, un acte d'amour. Son épouse, dans un entretien rare, a confié « Xavier disait que le plus grand film, c'est la vie elle-même. Il n'a pas eu besoin d'en rajouter. Il l'a juste regardée avec tendresse. » Ces mots, empreints de douceur, rappellent que derrière chaque image, chaque plan, il y avait un battement de cœur. Et ce battement, aujourd'hui, continue de résonner dans ceux qui ont aimé ces films. Les hommages posthumes ne cessent de fleurir. Un documentaire est en préparation, retraçant sa carrière, son engagement, ses combats.
Des acteurs qu'il a dirigés y témoignent avec émotion. Des extraits inédits de ses carnets y seront dévoilés. Le public y découvrira un homme habité par le doute, mais jamais par la résignation. Le doute, disait-il, c'est le signe qu'on est encore vivant. Et c'est peut-être cela, au fond, l'héritage le plus précieux de Xavier Duringer. Avoir montré que la vérité, même dans sa fragilité, est une forme de beauté. Dans un monde d'illusions et d'apparence, il a laissé un cinéma sincère, humain, nécessaire. Un cinéma qui nous parle encore, parce qu'il parle de nous. Alors que les projecteurs se sont éteints sur sa vie, sa lumière continue d'éclairer l'écran. Et dans le silence des salles obscures, lorsque les premières images de ses films renaissent, on croit entendre sa voix murmurer « Regardez bien, la vie est là, même quand on ne la comprend plus ». C'est ainsi que se referme le dernier de cet homme d'exception, un créateur de vérité, un poète du réel, un artisan du cœur. Son corps repose désormais dans la terre, mais son œuvre, elle, respire encore. Elle inspire, console et rappelle à chacun de nous que la beauté la plus pure est souvent celle qu'on ne voit qu'une fois qu'elle s'en va. Et quelque part, dans le vent léger qui souffle sur Paris, on pourrait presque croire que Xavier Duringer filme encore.